Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission présentée par Salah Issaka. C'est sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Bien le bonjour à vous, très chers auditeurs, et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Alors, ici Moïse Self pour un nouveau numéro d'Africatech, votre rendez-vous consacré aux innovations numériques du continent. Aujourd'hui, cap sur le Togo, où le 6 mai 2025 a été lancé le tout premier géoportail national. Cette plateforme, c'est une plateforme qui centralise plus de 800 couches de données géospatiales, cartographie 75 000 km de réseau et recense 1,2 million d'actifs. Alors, le portail est porté par le ministère de l'économie numérique et promet de révolutionner la gouvernance, renforcer la transparence et stimuler l'innovation. Alors, pour parler de ce sujet, je serai en compagnie de nos deux chroniqueurs de la chaîne. À ma gauche, Raja Dignas du Congo-Brazzaville. Bonjour Raja. Et à ma droite, Janicia Matondi du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet à travers notre rubrique débat virtuel, nous allons commencer par prendre les bases, planter le décor avec la minute décryptage qui nous sera présentée par Alamine. Alamine, c'est à toi. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Aujourd'hui, dans votre minute décryptage, direction le Togo, où se déploie un projet innovant qui pourrait bien transformer la gouvernance territoriale, le géoportail national du Togo. Ce portail ne se limite pas à une vitrine cartographique. Il s'agit d'un véritable outil stratégique mis au service de l'État, des citoyens et des acteurs du développement. Son architecture repose sur deux interfaces complémentaires. D'un côté, un portail institutionnel accessible via geoportal.gov.tg réservé aux administrations publiques. De l'autre, un portail grand public, geodata.gov.tg, ouvert à tous les citoyens. L'objectif est ambitieux, faire du territoire un espace lisible, transparent et intelligemment géré. Pour cela, le géoportail mise sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, coordination et transparence. Grâce à la mutualisation des données entre 23 ministères et 550 collectivités locales, le portail offre une base commune d'informations fiables. Cela permet une meilleure coordination entre institutions, mais aussi une plus grande transparence dans les politiques publiques. Les doublons administratifs sont réduits et les décisions peuvent s'appuyer sur des données objectives et partagées. Deuxième pilier, la planification territoriale. Le géoportail permet de cartographier les infrastructures clés, établissements de santé, écoles, réseaux électriques ou encore ressources naturelles. Cette vision d'ensemble est essentielle pour anticiper les besoins, corriger les déséquilibres territoriaux et orienter les investissements publics là où ils sont vraiment nécessaires. Troisième pilier, l'innovation. En ouvrant l'accès aux données au grand public, le portail devient un véritable levier d'innovation. Start-up, chercheurs, ONG ou simples citoyens peuvent y puiser des informations pour concevoir des services, produire des analyses ou nourrir des projets. Le Togo envoie ainsi un signal fort. Les données publiques sont un bien commun et leur diffusion peut nourrir la créativité et l'entrepreneuriat. Mais un projet de cette ampleur n'est pas sans défi. Le premier défi, c'est la qualité et la mise à jour des données. Un portail géographique est aussi fiable que les données qu'il héberge. Il faudra donc mettre en place des mécanismes rigoureux pour garantir la fraîcheur et l'exactitude des informations. Deuxième défi, l'accessibilité. Comment faire en sorte que les citoyens, y compris ceux des zones rurales ou peu familiers avec les outils numériques, puissent utiliser ce portail? Cela pose la question de la vulgarisation, de la formation, mais aussi de l'amélioration des connectivités Internet à travers le pays. Troisième défi enfin, la pérennité. Un tel outil nécessite un modèle de financement stable, ainsi qu'un écosystème d'acteurs formés, techniciens, géomaticiens, analystes, agents publics. Sans compétences locales et ressources suffisantes, le risque serait de voir le portail s'essouffler ou devenir obsolète. En résumé, le géoportail national du Togo représente une avancée majeure vers une gouvernance numérique et inclusive. Il ouvre la voie à une gestion plus efficace, plus transparente et plus participative du territoire.
un bel exemple de transformation digitale au service du développement. Reste à relever les défis techniques, humains et financiers pour que cet outil tienne toutes ses promesses. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Merci à Lamine pour ce panorama éclairant, éclaircissant. Passons maintenant au cœur du sujet, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons du Togo qui, le 6 mai, a lancé le tout premier géoportail national. C'est une plateforme qui centralise plus de 800 couches de données géospatiales, qui cartographie 75 000 kilomètres de réseau et recense 1,2 million d'actifs. Alors, cette plateforme est portée par le ministère de l'économie numérique et elle promet de révolutionner la gouvernance et de renforcer la transparence pour stimuler l'innovation. Alors, on va commencer, Raja, Janicia. Alors là, on parle d'une initiative qui, à mon sens, devrait être suivie par tous les pays d'Afrique, n'est-ce pas, Raja? Tout à fait. Janicia, quelles sont selon toi les architectures, les bonnes pratiques que tu recommandes pour garantir l'intégrité et la confidentialité des données du géoportail, puisque là on parle de données souveraines, de données qui appartiennent à tout un État et qui nécessitent un minimum de sécurité. Oui, parlons d'architecture. Ce que je crois qu'on devrait quand même avoir, c'est d'utiliser des environnements d'exécution de confiance pour les traitements sensibles des données, implémenter aussi des algorithmes, des machine learning pour identifier les comportements suspects. Par exemple, le téléchargement massif hors heure ouvrable. Et outre cela, on peut aussi appliquer le chiffrement de bout en bout des données, le chiffrement des sauvegardes, des archives pour assurer la confidentialité tout au long du cycle de vie des données et un contrôle d'accès aussi strict parce que ça sera très important pour l'authentification forte et idéale de divers facteurs. Oui, une authentification est nécessaire pour pas que n'importe qui puisse avoir accès aux données. Et pour qu'on sache qui a accès aux données en cas d'enquête ou en cas de besoin. Raja? Tout d'abord, avant de répondre à la question de Janicia, de Moïse tout à l'heure, peut-être il y a un auditeur quelque part qui s'est dit mais le Togo, qu'est-ce qu'ils ont fait même pour en arriver ici? Oui, bien sûr. Donc il y a certainement des facteurs qui ont poussé le gouvernement togolais à arriver à ce niveau-ci. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est géospatial, quelque chose qui est lié à la répartition des terres et tout, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on vit si on ne possède pas une terre. On ne peut pas dire qu'on a travaillé ou on est responsable, entre guillemets, si on ne possède pas une terre. Travailler 20 ans, 25 ans de carrière sans avoir un chez soi en Afrique, pour nous, c'est pas très bien vu. Donc déjà, ce que je vais rappeler tout à l'heure, que le Togo a récemment lancé 2 plateformes numériques innovantes. Il y a Open Data, également Géoportail Open Data, visant à améliorer l'accès aux données publiques pour les usages stratégiques et de planification. Donc de plus, le gouvernement également a annoncé la création prochaine d'un institut géographique national pour renforcer la gestion du système d'information foncière et la production de documents cartographiques fiables. Donc ça, c'est déjà une prouesse que nous devons vraiment féliciter pour ce pays vraiment de cette partie de l'Afrique. Alors pour revenir à la question que tu as posée tout à l'heure par rapport aux architectures, je ne vais pas aller loin de ce que Janicia a dit. Moi, j'ajouterais ceci. Elle a parlé de l'accès strict. Moi, elle a parlé également du chiffrement, n'est-ce pas, Janicia? Et moi, je vais ajouter un point très très central par rapport à l'architecture. Et mettre en place des bonnes pratiques qui permettront en fait à tout le monde de avoir son titre français référencé, premièrement, et être capable de accéder à cela à tout moment, sans qu'il y ait une paperasse, une chaîne des choses à faire. Non. Donc, parmi les architectures que moi je peux ajouter par rapport à ce que Janicia a dit, pour sécuriser les données, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures telles que le chiffrement des données, comme on a dit, les sauvegardes régulières de données, parce qu'on peut pas mettre les données et les perdre après. On parle aussi des audits de sécurité. Il faut qu'il y ait un cabinet, un conseil des audits de sécurité pour pouvoir veiller à ces architectures, des protocoles d'accès strict. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on est fils d'eux, on est son père et ceci qu'on va accéder à des données de n'importe qui. Donc, ces pratiques garantissent en fait la protection contre les accès non autorisés et surtout les pertes de données. Donc, voilà ce que je peux dire. Oui, et il a aussi parlé des protocoles d'accès strict. Ça me fait aussi penser à une autre chose. Par exemple, des certifications ISO
2701. Des nouveaux modèles. Oui. Voilà. Il pourrait aussi avoir ce genre de certification pour pouvoir mieux avoir des restrictions, on peut dire strictes. Très bien, très bien. Alors, vu qu'on parle on parle de gouvernance, on est aussi en droit de se poser de quelle manière est-ce que doit être structurée la gouvernance pour garantir la fiabilité ou la mise à jour en continu de ce genre de données. Alors, pour parler de gouvernance, lorsque je parle de gouvernance, je fais référence au comité de pilotage, les rôles ministériels, les chartes qualité, et ainsi de suite. Alors, tout à l'heure, je crois que, je pense que j'ai omis de le mentionner. Oui, Rajan. Cette plateforme géospatiale va collecter les données de 23 ministères et de près de 550 collectivités locales. Donc, bien évidemment, pour qu'il y ait un bon système de pilotage, il faut inclure tous les représentants de ces ministères d'une manière ou d'une autre et même de ces collectivités locales. Donc, moi, je dirais que la mise en place d'un comité de pilotage interinstitutionnel, ça c'est très important, incluant des représentants des ministères et des collectivités locales est crucial. Donc, chaque ministère doit être représenté. Au moins quelqu'un pour représenter, pour garantir une certaine transparence. Et voilà, chacun est mieux placé pour parler des soucis de son domaine. Tout à fait. Donc, moi, je pense que ça Oui. pourra faire. Et pour ajouter à ce Oui, Janicia. Pour ajouter à ce que Raja est en train de dire, ces corps ministériels-là doivent avoir des rôles bien définis. Donc, chaque ministère doit avoir la responsabilité de maintenir et actualiser ses propres données, ces données géospatiales selon les domaines des compétences. Par exemple, celui qui est chargé de la santé doit gérer les infrastructures hospitalières, celui qui est chargé de l'agriculture Tout à fait. Et ainsi de suite. Et une équipe. Je vais ajouter ce que Janissa disait tout à l'heure. Oui, Raja. Donc, ce comité, en fait, son rôle principal il sera chargé tout simplement de définir d'abord des chartes de qualité. D'abord, peut-être que pour nos auditeurs, il serait nécessaire d'expliquer à quoi est-ce qu'on fait référence lorsqu'on parle de charte qualité. Alors, donc nous, on parle de cette liste, comme de la Constitution, on voit des articles, on met telle chose à respecter, telle chose à ne pas en faire. Donc, une liste de lois, si je peux dire comme ça. Ou d'exigences. Exactement, que tous les ministères devaient respecter. Donc, quelque chose de qualité qui ne joue pas, entre guillemets, le capitalisme, qui bénéficie plus en marginalisant les autres. On ne va pas donner plus de priorité au ministère des Transports que par rapport au ministère de la Santé, par exemple. Donc, une charte de qualité, d'établir aussi des protocoles de données, des protocoles de mise à jour des données. Donc, il faut qu'il y ait un protocole de mise à jour de ces données-là. Moi, en tant que, par exemple, ministre de la Santé, quand je vous fournis mes données, je suis mieux placé pour mettre à jour ces données également. Donc, s'il y a un représentant de mon ministère qui travaille dans ce comité de pilotage, ça garantit une transparence claire et bien sûr une relation de confiance entre nous et les usagers aussi de cette plateforme qui est mise en place. Et en même temps, devrait aussi, ce gouvernement-là devait recueillir les feedbacks des utilisateurs pour améliorer continuellement la qualité et la pertinence des données. Justement, puisque tu en parles, Janicia, le géoportail on peut le considérer aujourd'hui comme un catalyseur d'applications concrètes, d'agriculture, agriculture de précision, gestion de risques climatiques, aménagement urbain aussi. Quelles applications sectorielles prioritaires peuvent émerger immédiatement de ce portail-là? Les applications sectorielles qui peuvent émerger rapidement. Oui. On peut parler de l'agriculture. Le géoportail offre des cartes détaillées des sols et d'autres caractéristiques agricoles qui aident les agriculteurs à adopter leurs pratiques au micro-terrain. Exemple, la localisation précise des parcelles, ça va permettre d'appliquer des traitements ciblés, évitant les gaspillages d'eau ou bien d'engrais. Et on a aussi la gestion des risques climatiques en fournissant par exemple des informations sur la topographie, les zones à risque d'érosion ou d'inondation. Et il y a aussi des innovations et lorsqu'on parle d'innovation, on voit plus le côté start-up. Donc, c'est-à-dire que c'est des données que des start-up peuvent utiliser pour stimuler la création pour apporter un plus à leur écosystème, à l'écosystème togolais de façon générale. Raja? Bon, je ne vais pas encore ajouter ce que moi, Janicia a dit tout à l'heure, ce qui a encore beaucoup plus attiré mon attention par rapport à la question précédente. On parlait d'architecture, n'est-ce pas? Si je me permets d'ajouter quelque chose, là, il faut aussi qu'ils pensent à superviser en fait une formation des acteurs impliqués dans la gestion de ces données. Tout à fait. Déjà, l'informatique, on sait que
Aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles, par exemple, de traitement des données, de traitement d'informations, les modèles neuronaux, les modèles traditionnels et tout. Et pour quelqu'un qui, par exemple, a fait ses études ou est formé seulement sur la gestion des modèles comme CNN, KNN, des modèles basiques, quand il est face à des modèles neuronaux de deep learning, il ne sait pas comment gérer ces données. Et une erreur de manipulation peut faire en sorte qu'on puisse perdre une quantité importante de données. Et ce qui sera fatal même à la crédibilité de cette plateforme mise par le gouvernement, combien même ils ont investi beaucoup d'argent par rapport à cela. Et une autre chose, tout à l'heure, par rapport à l'usage, aux usagers sectoriels, on a parlé de l'agriculture. Et aussi, il y a des terres, par exemple, en Afrique, qui sont des terres très, très importantes, mais elles souffrent des conditions climatiques, des inondations permanentes. Donc, quelqu'un, par besoin, imagine, nous, les jeunes, aujourd'hui, en Afrique, voilà, lorsqu'on commence à travailler, nos parents nous encouragent à pouvoir s'acheter un terrain, pour pouvoir garantir, soi-disant, sa retraite. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Généralement, voilà. C'est ce qui se passe. Donc, du coup, cette plateforme peut aider, elle peut sauver la vie d'un jeune. Par exemple, en voulant acheter un terrain, par exemple, là où se trouve, là où les inondations et tout, vu il est obsédé à avoir un terrain, il peut consulter cette plateforme. On lui dira non, cette terre-là, attention, il y a des inondations par-ci, par-là. Donc, il est en train de sécuriser son investissement pour ne pas souffrir demain d'un désespoir de titre foncier. Et on va aussi parler un peu santé parce que c'est quelque chose qui va aussi générer quand même des bénéfices au niveau de la santé. On peut parler de la visualisation des infrastructures sanitaires sur les territoires pour améliorer l'accès des soins ou planifier l'implémentation de nouveaux centres et coordonner les interventions médicales. Oui, donc en gros, ça aiderait n'importe quelle personne, c'est-à-dire le contribuable, à savoir peut-être quelle route prendre en fonction de l'état du chemin. Mais moi, de tout ce qu'on dit, moi, je retiens une chose. Je pense que le secteur prioritaire, c'est le secteur environnemental, en fait. Oui. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique. Nous voyons tous les effets dévastateurs de l'action humaine sur la planète Terre. Donc, les enjeux climatiques, environnementaux deviennent de plus en plus, on va dire, prioritaire, plus important. Exactement. Le Sénégal récemment a lancé son satellite Gaindesat et dans l'explication, dans un communiqué officiel, ils expliquent que le but, c'est d'aider à prévenir, à mieux s'adapter face aux défis environnementaux. Donc, voir, par exemple, l'état de la déforestation, voir les niveaux d'inondation en cas de catastrophe et ainsi de suite. Donc, la question que moi je vous pose, donc à tous les deux, peut-être on va commencer par Raja. Comment est-ce que le portail peut renforcer la résilience face à ces enjeux-là ? Alors la réponse serait claire, si je vais tout simplement dire, c'est en fournissant en fait des données actualisées sur la déforestation premièrement et la gestion des ressources en eau et les zones à risque naturel. Le géoportail permet aux décideurs de planifier des interventions ciblées et efficaces pour renforcer la résilience environnementale du pays. Je pense quelques semaines passées, nous avons eu à faire un papier par rapport au poumon vert. Oui. Deuxième poumon vert mondial, on parle du Congo-Brazzaville. Et on a eu une intervention d'un journaliste et tout qui nous parlait en fait des conséquences en fait des déforestations sur le climat et même l'environnement. Aujourd'hui, si nous voulons préserver le monde, il nous faut préserver aussi les forêts que nous avons, la faune et la flore. Donc, quand ce portail est mis sur place, les enjeux qui sont là, c'est les enjeux environnementaux, comme on a dit. Et si le portail est capable de nous fournir des données actualisées sur la déforestation, on va savoir que là, ce territoire, on est en train de le perdre, on est en train de détruire l'environnement au profit d'une urbanisation peut-être qui ne doit pas se faire de cette manière. Tout à fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, peut-être juste avant de donner la parole à Janicia, pour essayer de montrer l'importance du problème, selon les données de la FAO, donc l'organisme de l'ONU qui se charge de l'alimentation, la Terre, d'ici 2030, va perdre un rendement de production de 20% si les températures, si les conditions actuelles ne sont pas changées. Et l'un des principaux facteurs qui fait que la Terre, que le réchauffement climatique s'intensifie, c'est les productions agricoles. L'élevage intensif surtout. Alors, lorsque moi, en tant qu'agriculteur, je choisis par exemple je recherche un terrain pour m'implanter,
je peux utiliser ce portail Ouais. pour essayer de voir quel serait le meilleur endroit qui serait propice à un banc d'élevage en fonction des différentes espèces que j'ai à élever. Donc oui, c'est très important et oui, ça pourrait très aider. Alors on se tourne tout de suite vers Janicia pour continuer la réponse à la question. Oui, et pour rajouter par rapport à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, donc ce sont des données qui vont vraiment aider à planifier des mesures de prévention, d'aménagement, et c'est quelque chose qui va aider aussi à mettre à l'abri la population de toutes sortes de défis climatiques. Donc ces alertes que ces données vont permettre de diffuser vont permettre aussi Oui, elles vont permettre de mieux préparer le futur, savoir comment placer ses investissements en temps, en argent et ainsi de suite. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler aussi du côté économique, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est très intéressant, qui a beaucoup de points positifs, mais il ne faut pas oublier que là, on parle de beaucoup d'argent pour faire les choses simples. Pour perdurer et pour qu'il soit inclusif, le portail doit s'appuyer sur un écosystème formé, un financement solide et une réelle appropriation par tous. Donc, ma première question pour toi, Raja, quels dispositifs de formation et de support peuvent être déployés pour soutenir ce projet? Moi, je dirais qu'il est recommandé de développer des programmes de formation en collaboration avec les universités, des modules de deep learning, de e-learning accessibles à tous, des ateliers sur le terrain en fait. Et aussi la création des centres de ressources et d'un service d'assistance qui faciliterait en fait l'appropriation d'un outil par des différents acteurs. En d'autres mots, qu'est-ce que je vais dire tout simplement? Qu'il faut des gens soient instruits depuis les universités, comment on fait. Deuxièmement, il faut informer les acteurs locaux sur comment ils doivent faire cette répartition de tâches sans prendre en compte, sans marginaliser, sans faire des inégalités sociales, mais pour inclure tout le monde en fait. Donc, c'est ça. Et pour ajouter par rapport au dispositif de support, on peut parler de centres de ressources en ligne, donc des plateformes regroupant des guides, tutoriels, vidéos, des forums et plein d'autres choses encore, des documentations techniques pour accompagner les utilisateurs dans la prise en main et l'utilisation avancée du portail. On a aussi les helpdesk. Oui, les helpdesk, oui. Et des assistances techniques pour rendre accessible par mail ou par téléphone, pour répondre aux questions, résoudre les problèmes techniques et guider les utilisateurs dans des démarches qu'il faut. Il y a aussi les communautés d'utilisateurs et... Oui, c'est-à-dire ceux qui... des espaces collaboratifs. Oui, pour collaborer, en ligne, pour que... par exemple, je donne un exemple simple. Si Raja a appris à utiliser la plateforme, il maîtrise l'outil, au lieu que je puisse faire toute une procédure pour rentrer en contact avec le helpdesk, le support, ainsi de suite, il y a une communauté là qui est disponible, qui publie, on va dire... ces moyens d'utilisation, et moi je peux apprendre directement de ce que Raja a appris. Et ça va aussi faciliter un partage d'expérience. Tout à fait. Alors, on peut aussi se demander quel modèle économique serait le meilleur. Non? Oui, un modèle mixte. Un modèle mixte entre quoi? Entre le public et le privé. Et entre public et subvention aussi, je pense. Public, subvention, on parle de subventions privées, ou on parle de subventions publiques? Je pense que des deux côtés, on pourrait parler de subventions privées et publiques. Donc, on peut avoir déjà un financement public via des subventions pour charge des services publics ou... En fait, déjà, le modèle économique le plus approprié dans ce genre de situation, c'est un modèle mixte, dans le sens où le public, déjà le Togo, le gouvernement togolais, va financer. Voilà, mais aussi des partenaires privés qui vont apporter leur expertise et aussi s'attendre à, comme j'ai envie de dire, ce sera comme une institution, comment dirais-je, interétatique. Très bien. On peut dire comme ça. Pas totalement pour l'État, pas totalement pour le privé. Paraétatique. Et paraétatique, merci pour la correction. Paraétatique, pour permettre une gouvernance fiable. Parce qu'on s'est rendu compte, lorsque la société, par exemple, est totalement pour l'État, il y a comme
je sais pas s'il y a un venin qui est dans les gens pour dire comme c'est l'État, c'est à nous, on fait ce qu'on veut. Mais quand c'est privé, on vise le bénéfice en fait. Oui. On va mettre tout en œuvre pour que ça marche, pour que ça rentabilise. Donc il y a ce partenariat qui doivent être mis sur place et pour un développement des services à valeur ajoutée. Donc le privé sera là pour viser plus à la valeur ajoutée. Qu'est-ce que le public fait que nous, le privé, on n'a pas fait? Ils vont ajouter, pouvoir créer encore plus de désir à la population d'utiliser des services. Et la mise en place d'API payantes aussi, voilà, pour les entreprises, tout en maintenant un accès libre aux données de base pour les citoyens. Très bien. Janicia, un dernier mot pour la fin? Pour la fin, déjà, c'est quelque chose... C'est un géoportail qui sera très bénéfique pour le pays. Déjà, au niveau transparence et tout un tas de choses, c'est quelque chose qui sera bien pour l'innovation encore au sein du pays. C'est quelque chose qui va encore booster l'évolution de beaucoup de startups au sein du Togo. Donc, c'est quand même une initiative à soutenir et à garantir la pérennité. Très bien. Alors, merci beaucoup, Janicia. Merci, Raja. Je pense qu'on va terminer notre numéro sur ces mots. alors, Raja. J'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Désolé, Raja. Alors, un dernier mot. Alors, un dernier mot. Moïse, là, tu me mets dans une situation... Merci beaucoup. Le dernier mot que je dirais, c'est que l'Afrique est en pleine urbanisation aujourd'hui. Et il n'y a pas un pays en Afrique qui ne cherche pas à se développer, point de vue urbain, point de vue occupation de ces terres, d'une façon vraiment excellente et modernisée. Tout à fait. Mon dernier mot serait tout simplement de nous faciliter. Si cette plateforme est mise sur place, c'est pour que les Togolais puissent l'utiliser, qu'ils nous donnent une connexion Internet accessible à tous. Deuxièmement, les données doivent être sécurisées. Très bien. Alors, cette fois-ci, on va réellement terminer sur ces mots de Raja. Donc, ce qu'on retient, c'est que le géoportail national du Togo est un projet ambitieux qui peut transformer la gouvernance, stimuler l'innovation et renforcer la résilience du pays. Mais son succès va dépendre de la qualité des données, l'inclusion de tous les acteurs et un modèle économique durable. Alors, chers auditeurs, dites-nous, selon vous, quelles priorités doivent être fixées pour que le géoportail profite à tous les Togolais? Partagez vos idées sur nos réseaux sociaux, sur ifriqiafm.com. On remercie également M. Mohamed qui est à la réalisation de ce numéro. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.